avez annoncé tout à l'heure La Voix de la femme de Jean Abitbol qui va se présenter et vous exposer ce très beau projet. Allez-y, Jean. Bonjour d'abord. Alors, je me présente, je suis otorhinolaryngologiste, je m'occupe des gorges-oreilles comme son nom l'indique. Mais depuis, j'ai eu une chance extraordinaire dans ma carrière, c'est que ça fait 35 ans que j'exerce, je suis ancien interne, ancien chef de clinique, j'étais chef de service. Et maintenant, depuis presque 30 ans, je m'occupe de la voix et de ce qu'on appelle le conduit vocal. Alors pourquoi la voix? Parce que c'est un moyen de communication extraordinaire et quand j'étais tout petit, la voix des chanteurs m'a toujours passionné. Et je suis arrivé en ORL tout à fait par hasard, c'est juste une anecdote, on a 3 minutes pour vous raconter ça. Je ne savais pas faire une trachéotomie. J'étais interne des hôpitaux, j'étais en chirurgie et je voulais savoir comment faire une trachéotomie, je ne savais pas. Et le vrai problème était le suivant, que j'étais de garde le jour de Noël et qu'il fallait faire une trachéotomie, j'étais en 2e année de chirurgie et je ne savais pas le faire. J'ai appelé le chef clinique qui n'était pas là, l'agrégé n'était pas là, le patron n'était pas là, ils opéraient dans l'autre salle. Donc il m'a dit où tu l'opères ou bien elle va mourir cette femme. C'est une femme de 24 ans qui a eu un AVP, un accident de la voie publique. Donc j'étais obligé de le faire. La chance a voulu que je le fasse en 2 minutes. Et ça s'est très bien passé parce que j'avais appris ça sur cadavre, j'ai mis mon doigt. J'ai encore la cicatrice ici, j'ai coupé sur mon doigt. Je suis arrivé sur la trachée, et j'y suis arrivé. Et je me suis juré que c'était plus jamais ça. Et j'ai demandé à mon patron, monsieur, quel est le service on peut faire? Je devais faire chirurgie générale. J'étais avec un monsieur que vous connaissez peut-être de nom qui s'appelait Procercus à l'époque, à la Pied-Salpêtrière. Il m'a dit, mon petit Abitbol, le mieux c'est que tu fasses 6 mois d'ORL et après tu reviens en service. Quand je suis arrivé en ORL chez M. Bouche, c'était le con, parce que le patron s'appelait Bouche, l'agrégé s'appelait Fraîche, Bouche Fraîche. Et c'était en ORL. Et je suis arrivé et ils m'ont dit, ok, Abitbol, parfait. Et je dis, monsieur, je viens juste là pour 6 mois. Je vais apprendre qu'à faire une trachéotomie. Après, je ne reste pas avec vous. Il n'y a aucun souci, pas de problème. Et donc, à l'époque, on avait un gros iPhone, comme ça. Et j'ai fait toutes les trachéos pendant pratiquement 6 mois. J'étais le plus rapide, parce que je faisais au lit du malin, n'importe où. Et j'étais passionné, parce qu'à ce moment-là, j'ai compris que c'était un métier de la communication avec les autres. C'était pas que de la chirurgie. Il y avait l'audition, l'écoute, il y avait la voix. Le laser est arrivé à ce moment-là, je parle en 79. Il m'a dit, toi qui es la moitié de ta famille à New York, va voir ce que c'est que cet instrument. Je suis revenu de là-bas, j'ai rencontré des gens fantastiques là-bas. En venant, j'ai contribué à la mise au point grâce à mon patron au laser. Et ensuite, j'ai mis au point des tas de techniques qui m'a vu en 85 le Grand Prix qui m'a été décerné par Georgina Dufoy. J'ai fait un film qui s'appelait L'empreinte vocale. Et déjà, sur lequel je parlais de la voix de la femme. Déjà à ce moment-là. Et pour quelle raison? Je vais être tout à fait franc avec vous. C'est que j'en avais marre que les mandarins, quand je faisais quelque chose, me disaient, ah, toi, Abitbol, tu peux pas voir, on a un miroir. Et je voulais un fibroscope, une caméra derrière, et que le patient puisse partager avec moi l'information. Parce ce qui est capital de comprendre, c'est quand on a une maladie, la maladie, elle n'est pas là. La maladie, on est le patient et moi contre la maladie. Mais ce n'est pas le patient qui a la maladie et moi je suis avec lui. On est tous les deux contre un élément qui est numéro 3. Voilà le résumé de ma carrière, en quelques instants. Alors pourquoi la voix de la femme? Tout simplement parce que d'abord, dans la majorité de ma patientèle, j'ai la chance de voir beaucoup de femmes, plus de 70%, c'est des enseignantes, et qui, tous les mois, venaient me voir avec des problèmes de voix. Je parle d'une certaine catégorie de patientes. Et je me suis dit, ben, c'est au moment de l'oreille. Donc il y a un problème psychologique, quoi. Et puis je me suis dit, ça colle pas, parce que c'était pas possible. Et j'ai eu une idée complètement dingue, que je raconte en tout début de l'introduction du livre, de faire un frottis des cordes vocales, ce qui n'avait jamais été fait. Et avec Jean de Brux, qui était le père de la gynéco, lui faisait le lendemain un frottis gynéco, et moi je faisais la veille un frottis des cordes vocales. Dans un fibroscope, je glissais une brosse, je frottais la corde vocale, on prenait les tuyaux, on les réalisait. Et Jean de Brux, qui avait à l'époque déjà 72 ans, c'était un vieux monsieur pour moi à l'époque. Jean de Brux voit les deux et me dit, on ne peut pas dire qui est-ce qui. Autrement dit, chez la femme, il y a un cycle hormonal de la corde vocale, comme il y a un cycle sur le col de l'utérus. Premier point. Deuxième point, maintenant on arrive dans les histoires, qui sont l'histoire de la femme. La femme, finalement, et c'est comme ça que je commence le livre, je vais juste vous donner quelques mots de départ. En fait, pour moi, la femme, oui, je vais vous dire, mais c'est la seule chose que je dis, en fait. Vraiment, pour moi, c'est l'alcôve de la vibration humaine sur le plan de l'humanité. Pour quelle raison? Parce qu'elle a le berceau du monde au moment où elle met au monde son enfant. Et je vais expliquer dans quelques instants pourquoi. Elle est dans l'espace-temps de notre émotion. Elle a surtout cette chose extraordinaire, c'est d'avoir l'ADN
au niveau de son mitochondrie, dire au niveau de l'ovule. Et là, on a un côté scientifique que je ne peux pas occulter, pas du tout. C'est un livre grand public, mais on est obligé par les sciences. Cet ADN est transmis, et c'est le même, depuis 200 000 ans, au niveau de la mitochondrie. Toutes les autres ADN sont le mélange, le père et la mère, mais celui-ci, dans l'ovule, vous avez un ADN, cet ADN qui garde l'ovule. Le spermatozoïde, c'est que le noyau qui vient au niveau de l'ovule et qui transmet que l'ADN du père, pas l'ADN de la mère. Et la mère garde cet ADN chez l'enfant. J'ai fermé la parenthèse. Alors pourquoi la voix de la femme? Parce qu'au niveau de la femme, je vais vous raconter une histoire fabuleuse, qui est l'histoire du fœtus qui écoute une chanson pendant que la femme est enceinte. C'est un travail remarquable qui a été fait. Elle se met à chanter pendant sa grossesse. L'enfant écoute cette chanson tous les jours. Au moment où il va naître, lorsqu'il pleure, elle a juste à chanter un ou deux refrains. Il ne pleure plus. Donc la vibration de la voix de la mère passe au niveau du fœtus par le filtre, qui est le filtre du liquide amniotique. Donc ce sont les sons graves qui vont passer, très peu les sons aigus. La voix du père est mal gérée, puisqu'il passe très mal à ce niveau-là, même si sa voix est grave, elle est extérieure. Deuxième point, le fœtus, écoutez bien cette expérience fabuleuse qui a été faite il y a seulement 3 ans. Lorsqu'un enfant naît prématuré, il est sous couveuse. De 7 mois à 9 mois, il va entendre les bruits hospitaliers. Parfait. Le génie d'une équipe américaine, c'est d'avoir pris cet enfant et d'avoir pris la voix de la maman et de le faire écouter donc, cet enfant pendant 2 à 3 heures par jour. On s'est aperçu que les enfants qui n'avaient pas cette notion-là avaient un retard de langage entre 1 an et 2 ans. Les enfants chez qui on faisait écouter la voix de la mère 2 à 3 heures par jour dans cette alcôve, dans cette couveuse, parlaient 1 an plus tôt. Deuxième point, on a fait des IRM fonctionnels. L'IRM pour savoir chez le fœtus si, au moment où la mère chante, ça a été fait, est-ce que le fœtus imprime cette voix au niveau utérin entre 7 mois et 9 mois? La réponse est oui. À partir de quel moment l'enfant entend? Le fœtus entend à partir du 3e mois. Maintenant, ça c'est le côté scientifique. Maintenant, les côtés d'expérience et de patiente dont j'aimerais vous parler, parce qu'on n'a que 10 minutes, mais je vous en raconter quelques-unes. La première, qui est une femme avocate qui est venue me voir et qui parlait comme ça, qui avait 45 ans et qui fumait 2 paquets par jour. Je dis, voilà docteur, écoutez, voilà, je suis avocate à la criminelle. C'est vrai que c'est un peu gênant, mais moi je fume 2 paquets par jour, je prends mon petit whisky tous les soirs. Dans les prisons, je suis connu, j'ai gagné tous mes procès. Moi je suis ce qu'on appelle l'avocat des voyous. Très bien. Elle était en pantalon cuir, veste cuir, cheveux courts, et elle avait ce qu'on appelle un édème sur les cordes vocales. Je l'examine, je dis, voilà, maître, vous avez un édème sur les cordes vocales, mais vous n'avez pas de cancer. Et il y a 2 questions cruciales. Est-ce que vous gagnez tous vos procès? Je dis, ah ouais, 90% des procès, je gagne. Docteur, il n'y a même pas de discussion. Juste pour l'anecdote, parce que j'ai revu il n'y a pas longtemps, j'ai revu la semaine dernière, elle a un tatouage ici que je n'avais même pas vu. Et elle me dit, elle allait sans arrêt décolleter, mais ta voix était tellement prenante qu'elle me dit, voilà, je dois changer ma voix. Je dis, mais pourquoi vous changez? Je dis, écoutez docteur, vous n'avez rien compris. D'accord, j'ai pas de cancer. Mais j'ai enfin un petit ami, fabuleux. Il est comme moi, il adore les Porsche, on fait des courses tous les week-ends, il n'aime pas ma voix. Je dis, mais changez de boyfriend. Changez pas votre voix. Il me dit, ah non, vous n'avez rien compris. On fait des courses, c'est l'homme que j'adore, j'en ai eu plein. Et celui-là, c'est le bon. Écoutez, maître, moi je ne vous opère pas. Alors elle est revenue à la charge, je dis, je ne vous opère pas. Elle s'est fait opérer par un de mes collègues, qui l'a remarquablement bien opéré. Sur le plan technique. Et c'est là où c'est passionnant. La mélange entre la technique et l'émotion. Qu'est-ce qui prime? C'est l'émotion. Car finalement, la voix est un message de notre personnalité, de notre signature. Bonjour docteur, comment allez-vous? 1 an plus tard, je la vois. J'avoue que je ne l'ai pas bien reconnue parce qu'elle avait les cheveux plus longs, elle avait une robe. Je dis oui, bonjour. Vous me reconnaissez pas? Je dis oui, mais vous savez, je vois tellement de gens. Mais je suis l'avocat des prisons. Ah oui, bonjour maître, comment allez-vous? Je voulais vous voir pour voir si j'ai bien été opéré. J'examine, super, corde vocale blanc nacré. La voix normale n'existe pas. Deuxième point. Je dis alors, écoutez, vous êtes très bien opéré, formidable. Alors comment ça se passe? Écoutez, je perds tous mes procès. On m'appelle la voix de Châtelet dans les prisons. Et la question qu'il ne faut jamais poser,
Comment va le boyfriend? Allez, c'est parti. Et alors, vous êtes contente maintenant? Ah ouais, au bout de 2 mois, il m'a quitté. Ce qui montre qu'en fait, une voix rauque comme celle-ci était sa personnalité. Deuxième exemple, encore plus fabuleux. Encore plus fabuleux. Une femme qui est venue voir, elle a 37 ans. Un enfant de 9 ans, un enfant de 11 ans. Elle perd sa voix, elle parle comme ça depuis l'âge de 10 ans. Elle avait une paralysie de la corde vocale secondaire, elle avait eu un problème, peu importe, chirurgical. On lui avait, hélas, coupé le nerf qu'on appelle le nerf récurrent, et sa voix, pour parler, il faut que les 2 cordes vocales se claquent l'une contre l'autre. Quand une ne marche pas, alors on parle comme ça, parce qu'on n'a que 2 cordes vocales. Après, j'ai une troisième anecdote, j'ai oublié celle-là, que je vous raconte après. C'est la petite Laurence qui a 11 ans, elle est extraordinaire. J'avais oublié. Et donc, elle vient me voir, elle me dit, est-ce que vous pouvez réparer ma voix? Alors, je dis, oui, bien sûr, je peux réparer votre voix, mais c'est en médecine, 100% n'existe pas, mais bon, j'ai 90% que votre voix soit bien. Normal, normal, ça ne veut rien dire. Et elle a une phrase magnifique. Elle me dit, évidemment, j'ai jamais connu ma voix de femme. J'ai cette voix depuis l'âge de 9 ans. Je ne sais même pas comment j'ai fait ma puberté. Extraordinaire, cette phrase. Et je l'opère, et une voix magnifique. Elle parle superbement bien. Elle est plus fatiguée. Et une chose qu'elle me dit après la chirurgie, je la vois 8 jours après, je dis voilà, j'ai plus besoin de sonner à la cloche. Je dis oui, parce que mes enfants habitaient au premier étage, on a une petite maison en province, moi j'habitais en bas, maintenant je les appelle, et bien vous êtes oui, puis maintenant je peux chanter, quoi, c'est formidable, j'ai mes amis au téléphone, très bien. Ça c'était il y a à peine 2 ans. Qui je vois débarquer 3 mois plus tard? Je vous le donne en nom. Le père et les 2 enfants. Et je n'en rajoute rien. J'ai diminué dans le livre. Parce que ça passe pas, quoi. La réalité, des fois, c'est incroyable. Mais vous êtes complètement dingue, docteur. C'est plus ma femme. C'est pas une femme que j'ai là. Je dis, attendez, on se calme. Ah non, non. Et puis les enfants me disent, mais monsieur, qu'est-ce que tu as fait à ma mère? C'est plus sa voix. Et elle, la phrase terrible. Maintenant, je suis une vraie femme. Maintenant, on m'écoute. Maintenant, je fais ce que je veux. Et maintenant, j'ai retrouvé le discours avec les autres. Et à partir 3 mois après, ils sont excusés. Ils m'ont apporté très gentiment une caisse de champagne. Ils m'ont excusé, désolé, maintenant c'est fantastique. On ne me dit plus qu'est-ce qu'elle a ta mère. Et le mari ne me dit plus, maintenant quand je l'appelle, elle était avec des SMS, parce qu'on avait ça, à l'époque on n'avait pas ça il y a longtemps, mais là c'est relativement récent, et ils m'ont remercié. Mais pour vous dire le choc, alors qu'est-ce que ça m'a appris? Que j'aurais dû appeler la famille, dire voilà ce qui va se passer, et changer la voix de la mère, et je suis franc avec vous, je n'avais pas pensé une seconde qu'elle ne connaissait pas sa voix à la puberté, et que les enfants ne connaissaient qu'une seule voix. C'est cette voix chuchotée. Troisième chose, ah oui, on ne va pas d'abord parler à ça, parce qu'on n'a que 5 minutes. Hein. Non. Bon, pas grave. Je vais vous parler d'une chose qui m'a passionné, mais ça c'est à titre personnel, c'est l'histoire de la Calas et de la Tebaldi. Oui. Maria Callas, tout le monde connaît. La Tebaldi, c'était sa rivale. C'était le duel Tebaldi-La Calas. La Calas avait une voix extraordinaire. Elle ne chantait pas, elle interprétait. La Tebaldi chantait, l'interprétation était belle, mais pas pareil que la Calas. Vers l'âge, on connaît, bon, on ne va pas voir dans l'histoire de la Calas, mais vers l'âge de 31 ans, elle était grosse, elle avait des lunettes, elle était myope, elle a voulu maigrir. Elle pesait 100 kilos, elle a perdu 35 kilos en 2 ans. Vous écoutez la Norma avant, vous écoutez la Norma après, c'est plus la même voix. Elle avait changé le coffre de sa voix, elle avait une fragilité dans sa voix. Perdu sa voix. Et elle avait pratiquement plus cette puissance de voix. Deuxième point, à ce moment-là, tous les problèmes sont arrivés. Elle avait, dans la mesure où elle n'était plus elle-même, elle ne se reconnaissait plus. Elle était avec Onassis, mais c'était plus tout à fait les mêmes rapports. Et elle a donc arrêté sa carrière. Et elle nous a quittés vers l'âge de 54 ans. Ça, c'est la Calas. Mais que se passe-t-il sur le plan scientifique? Pourquoi sa voix a été altérée? Que s'est-il passé? Est-ce que c'est uniquement la perte de poids? On sait que chez les athlètes, lorsqu'ils perdent énormément de kilos, ils n'ont plus leurs règles. Et j'y arrive. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire que vraisemblablement, c'est marqué nulle part, mais ça c'est une interprétation personnelle, pendant 6 mois après, les règles n'étaient sans doute pas là, elles n'avaient pas un cycle mensuel, car l'influence des oestrogènes et des progestérones sur la voix de la femme sont fondamentales. Au moment, juste avant les règles, les cordes vocales gonflent légèrement, puis dégonflent, donc il y a un cycle hormonal qui est le cycle de la vie. Dans ce cycle hormonal de la vie, dans le cycle hormonal de la femme, la voix, à ce moment-là, n'a pas la même tonalité et n'a pas la même émotion. Et ça a été prouvé scientifiquement avec les dosages de cortisone, d'ocytocine, d'oestrogène et de progestérone. Donc sa voix n'était plus la même. Il y avait eu donc une composante hormonale associée.
Deuxième histoire, la Thébaldi. La Thébaldi, sa mère l'adorait, elle la protégeait. Elle avait perdu son père qu'elle ne connaissait pas. Sa mère décède à l'âge, quand elle avait, elle, 41 ans. Sa mère était tout le temps là. Elle veut chanter après. À 42 ans, elle ne chantait plus. Sa voix était devenue, et c'est décrit, elle le dit, grave, sans les aigus, sans puissance de voix. C'est les signes de la voix à la ménopause chez 30% des femmes. Donc elle avait une voix qui s'était ménopausée. Dans ces deux histoires similaires, dans ce duel vocal, il y a une véritable rivalité, mais on voit que finalement, quelque part, la voix est le reflet de la sincérité et de l'émotion. Et là, on voit que dans ces deux histoires absolument extraordinaires, on a cet élément-là. Troisième histoire, c'est celle d'Hélène Ségara. Comme elle la raconte, elle m'a permis de vous la raconter. Elle est venue me voir, et ça c'est une expérience incroyable, elle faisait Notre-Dame de Paris. Elle jouait tous les soirs, et puis dans le dernier mois, sa voix se cassait petit à petit. Je la connaissais à peine à ce moment-là, parce que je ne l'avais pas examinée, et elle a été voir pas mal de gens, et on lui avait dit, écoutez madame, c'est même pas la peine d'essayer de vous opérer, vous avez un polype, vous avez un hématome, une poche de sang sur la corde vocale, on ne peut rien faire. Elle m'a dit une phrase incroyable, elle dit, écoutez, je vous fais confiance, faites ce que vous voulez. Donc elle m'a chargé, entre guillemets, d'une chose fantastique, c'est la confiance. Mais il n'y a pas de problème. Je l'ai opéré, la voix est revenue. Mais j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui s'était passé. En fait, elle me racontait qu'avant ses règles, elle avait toujours sa voix qui se cassait un petit peu. Qu'on lui avait dit qu'elle avait effectivement des petites veines sur les cordes vocales et que ça provoquait sa fragilité. Mais c'est grâce à cette fragilité que la voix de la femme est extraordinaire. Car dans cette fragilité, on sent l'émotion qui est derrière. Voilà ces trois anecdotes qui sont intéressantes dans ce domaine-là. Maintenant, par rapport au fœtus, par rapport à la voix de la mère. Lorsque un enfant a un stress entre 9 ans et 11 ans, et on a une expérience qui montre ça. On a demandé à des enfants, à 30 enfants, on a fait 3 séries de 10 enfants, on leur a fait un examen, on a pris une prise de sang qui montre le stress qu'est le cortisol, qui est l'hormone du stress. Ces 3 enfants, on leur fait écouter après un film pour 10 d'entre eux, écouter la voix de la mère pour 10 d'entre eux, et contacter la voix de la mère pour 10 d'entre eux. Les 10 enfants qui ne voient qu'un film, le cortisol est au plafond, l'ocytocine, qui est l'hormone du désir et l'hormone de la récompense, est à 0. Les 10 autres enfants, on leur fait le contact. La mère est là, leur parle, leur cortisol tombe, plus de stress, mais l'ocytocine au plafond. Récompense, pas de problème. Coup de téléphone. La mère au téléphone. Les enfants ne la voient pas. À votre avis, cortisone 0, ocytocine au plafond. Un coup de fil, c'est l'amour de la mère. Autrement dit, la voix de la mère au téléphone, quand une mère a son enfant au téléphone, même 3 ou 4 minutes, l'ocytocine va monter, surtout entre l'âge de 9 ans et 11 ans. Pour quelle raison? C'est à ce moment-là que la puberté se forme. C'est à ce moment-là où le caractère de l'enfant va se former, et c'est à ce moment-là où on va avoir l'impact de cette voix de la mère sur l'enfant. Et il va être indélébile jusqu'à l'âge de 80 ans. La preuve en est, c'est que regardez des photos de votre maman. Vous êtes jeune, majorité, mais quand on n'en est plus là, écoutez la voix vous fera pleurer par la photo. Car les vibrations vont se transmettre au niveau de votre cerveau gauche et cerveau droit, c'est-à-dire que l'émotion va mettre le pas là-dessus. Et je regarde juste si je n'ai pas oublié une chose intéressante. Oui. Oui, c'est bon. Si l'enfant est une fille à 16 ans et qu'elle a sa mère au téléphone, ça s'inverse. C'est une très bonne question, mais l'impact, c'est pas l'âge en soi. C'est pas l'âge en soi, je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est dans le bouquin. Parce que la mère, quand elle va, les ovules de la maman, la mère naît avec la totale, les 4 millions d'ovaires. C'est 4 millions d'ovules. C'est bon. D'accord? Le père, non. Dans ces ovules, vous avez l'ADN et l'histoire de ce qu'on appelle les neurones miroirs, l'histoire de la mère de cette mère. Donc, en fait, l'enfant qui va naître, pour parler de cet enfant, c'est pas sa mère, l'impact émotionnel. C'est sa grand-mère sur le plan de l'ADN. Mais c'est sa mère sur le plan de la voix. Et les chromosomes qu'il y a chez le tout petit de la mère, je parle du X ou du X de la mère, bien sûr, viennent de la grand-mère. Alors que chez l'homme, qui fabrique tous les jours ses spermatozoïdes. C'est pas pareil. Donc l'impact sur l'enfant, au niveau ADN et au niveau neurone miroir,
au niveau de l'ADN, je parle. C'est au niveau de la grand-mère, mais l'impact à 16 ans, c'est au niveau de la mère, on parle de la vibration. Et la vibration, c'est la mère. En revanche, tous les autres éléments, c'est la grand-mère. Donc oui, effectivement, la mère, si elle a 16 ans, ça ne changera rien pour l'enfant. Ça ne changera rien pour l'enfant à ce moment-là. On a là un élément absolument fondamental. C'est pas seulement. Alors tu parles de tes chanteuses, C'est des questions avec plaisir, mais voilà. Merci. Alors il y a juste une autre, Reina, que vous racontez. Vas-y. Non, parce que celle-là est vraiment, non, elle est vraiment extraordinaire. C'est une enfant de 9 ans, c'est Laurence. C'est Laurence. Après, je la fais courte, j'essaie de la faire courte. Laurence, elle vient me voir, elle chante dans les chœurs. Elle a 10 ans, pas encore sa puberté. Et le père vient me voir, qui est un guitariste. Il dit, voilà, ma fille veut chanter, mais est-ce que c'est pas dangereux au moment de la puberté? J'ai écouté, laissez-moi j'examine. Je regarde la petite, elle avait 2 petits nodules sur les cordes vocales. Alors les nodules, c'est très fréquent chez la femme, et chez l'homme, moins fréquent, mais pour des raisons anatomiques, ça c'est dans le bouquin, pas pour l'instant. Donc, j'examine. Et je lui dis, va aller savoir pourquoi, on a une sympathie avec la petite. Je dis, Laurence, à ton avis, on a combien de cordes vocales? Et je lui montre sur l'écran, parce que... Elle me dit, ben, attends, elle me dit, tu peux me tutoyer? Tu sais, c'est évident, on a 2 cordes vocales. Et le père la regarde et dit, mais non, on en a 4, comme la guitare. J'ai dit, ah bon? Et il ne plaisantait pas. Il dit, ah bon? Et j'ai dit, mais Laurence, pourquoi on a 2 cordes vocales? Parce que si ton père dit qu'on en a 4, vous êtes un gars très connu, un type extraordinaire, d'une gentillesse fabuleuse, adorable. Et elle me dit, bah c'est facile. Alors là, vraiment, papa, bon, je vais lui répondre parce qu'il croit que je suis bête. Tu sais, je vais t'expliquer. Moi, je joue au piano. Je dis, oui. Écoute bien. Ma main gauche, c'est des graves. Ma main droite, c'est des aigus. Donc, ma corde vocale gauche, c'est des graves. Ma corde vocale droite, c'est les aigus. Je dis, non, peut-être, mais... Il me dit, ben voilà, c'est facile. Il dit, non, alors j'explique. Et le père, il dit, mais alors on n'a que 2 cordes vocales? Je dis, oui, on n'a que 2 cordes vocales. En revanche, le chimpanzé a 2 vraies cordes vocales et 2 fausses cordes vocales. Donc effectivement, on descend des primates. Et si on ne parlait pas, on serait des chimpanzés en costume 3 pièces.